Bonjour, ici Tchabungandu Bernard pour le cours de système réparti, la présentation de la simulation DNS. L'idée de cette étude était de faire une comparaison entre l'approche itérative et l'approche récursive. Donc, pour mon projet, j'ai décidé d'utiliser le langage de programmation Python afin de faire ces différentes simulations-là. Je suis allé dans une simulation classique en utilisant un simulateur d'événements discret et je vais montrer pas à pas ma solution. Alors, je me retrouve dans un éditeur dans lequel j'ai, en partant de la spécification RFC 1034 et RFC 1035, où j'ai pu recoder chaque concept du DNS en les abstrayant avec la programmation orientée objet. Ici, vous pouvez voir que j'ai une classe zone qui représente une zone DNS. La zone DNS est le fichier dans lequel on va retrouver tous les enregistrements DNS. Donc ici, j'ai une zone qui peut être initialisée avec des enregistrements. Et lorsque on veut afficher cette zone sous forme de chaîne de caractères, on va tout simplement afficher tous les enregistrements présents dans la zone. Ensuite, j'ai une fonction qui me permet de rajouter un enregistrement, une fonction qui me permet de chercher des enregistrements, etc., etc. Après, j'ai une classe serveur qui va représenter un serveur NS, un serveur name server, sur lequel va tourner le système DNS. Dans mon cas, ça c'est une classe abstraite qui aura une zone. Le système DNS est un système décentralisé, c'est-à-dire que tous les serveurs ont une zone et chaque zone sera différente en fonction du serveur dans lequel on le trouve. Et chaque serveur a un nom de domaine et une adresse IP. Alors, on peut récupérer le type de serveur. Donc, on a les serveurs qui sont de TLD, des serveurs qui sont root, des serveurs qui sont authoritatives et les serveurs qui sont hosts. Le serveur TLD, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'on va essayer de faire une résolution DNS, j'ai une fonction resolve qui va prendre en paramètre un message DNS qui retournera un autre message DNS. Dans l'approche itérative, le resolver envoie d'abord une requête au root server qui lui retourne le NS du TLD serveur à contacter. Une fois qu'il contacte le TLD serveur le retourne le NS de l'authoritative serveur à contacter. Et dans mon cas, lorsque je contacte le TLD serveur, vous allez voir que je cherche dans la zone du TLD serveur s'il existe un enregistrement du type NS qui correspond au nom de domaine qui est cherché. Voilà. Donc, on peut voir que dans la partie message, je retourne la réponse que j'ai eue et le message sera retourné au resolver qui va continuer de manière itérative à questionner les autres serveurs. Dans l'approche récursive, par contre, lorsque je contacte le TLD serveur, ce qui se passe, c'est qu'une fois que l'enregistrement est trouvé, c'est le TLD serveur lui-même qui va contacter l'authoritative serveur. Ici, j'utilise une classe network qui est l'abstraction d'un réseau Internet, par exemple, dans lequel toutes ces machines se retrouvent. Et vous voyez qu'on peut récupérer une instance dans ce réseau, c'est-à-dire une machine dans ce réseau, en lui passant une adresse IP. Pour l'authoritative server, il n'y a pas besoin d'implémenter une réponse, une stratégie récursive ou itérative parce que c'est le dernier nœud dans l'enchaînement d'événements. Donc ici, l'authoritative server va tout simplement trouver l'adresse IP dans sa zone par rapport à la recherche qui sera posée. Ensuite, va incrémenter les nombres de réponses et va retourner la réponse finale. Le root server, c'est pareil. Il va contacter les différents TLDs. Donc, l'approche récursive, itérative qu'on voit ici. Et enfin, l'approche récursive où il contacte lui-même le TLD server. La classe network est une classe qui va initialiser différents root serveurs, différents TLD serveurs et différents authoritative serveurs en fonction d'une liste des noms des domaines que je vais générer. Donc, vous pouvez voir ici, en fonction de l'instance que j'ai de serveur, je peux créer ou retrouver un host dans mon réseau.
Alors, j'ai quelques fonctions qui me permettent de récupérer de manière aléatoire un root serveur, qui me permettent de récupérer un serveur pour un TLD en particulier, et j'ai une fonction qui permet d'initialiser le réseau. Alors, je passe une zone DNS parce que je construis la zone DNS en générant 10 000 ou 1000 adresses IP. Et enfin, je peux créer des routes serveurs en partant de tout ce qui est enregistrement de type A pour les routes serveurs. Enfin, je vais générer des TLD serveurs pour le nom de domaine en .com, .org, .info, .net et .biz. Ensuite, tout ce qui n'est pas dans ces deux cas, ça sera des serveurs authoritatifs que je vais aussi générer. Enfin, je vais mettre à jour les différentes zones de chaque serveur pour qu'elles soient conscientes de tous les autres serveurs. Par exemple, pour la partie routes, les serveurs routes sont censés connaître tous les serveurs TLDs. Donc ici, je crée une fonction qui me permet de faire en sorte que tous les serveurs routes soient conscients de l'existence, adresse IP et nom de domaine des serveurs TLDs. Enfin, pour la partie TLDs, je renseigne tous les domaines qui correspondent au TLD. C'est-à-dire, si j'ai un TLD en .com, je vais faire correspondre tous les domaines en .com à ce TLD. Voilà pourquoi j'ai une troisième boucle à ce niveau-là. Si j'ai des domaines en .org, les serveurs tlds.org auront tous les enregistrements DNS des serveurs, des noms de domaine qui finissent en .org. Donc, ils auront le NS de leur authoritative server. Enfin, pour les authoritative serveurs, je vais tout simplement rajouter tous les enregistrements qui correspondent à ce authoritative serveur-là. Comment ça s'est fait? Lors de l'initialisation, dans mon fichier main.python, voilà, j'ai quelques librairies que j'ai importées. Alors, pour générer les noms des domaines, j'utilise une librairie qui s'appelle Faker, qui me permet de générer des fausses données. Et là, je crée un set de domaines que je vais générer et une liste de records que je vais rajouter dans ma zone DNS. Alors, ici, je génère 200 domaines. À chaque fois que je génère un domaine, je vérifie si le domaine n'existe pas déjà dans la liste de domaines que j'ai créée, histoire de me rassurer que j'ai des domaines uniques. Alors, quand je finis tout cela, je peux rajouter le domaine que je viens de créer comme étant un enregistrement DNS. Voilà pourquoi la classe RR est utilisée ici. Donc, je précise le domaine que je viens de préciser, de générer. Ensuite, je précise le type de l'enregistrement qui est A pour adresse IP. Je précise la classe IN pour Internet, le time to live TTL 360 pour dire que ça va persister pendant 360 secondes. Enfin, je génère une adresse IP de classe A pour ce nom de domaine et j'ai enfin mon enregistrement qui est créé. Enfin, une fois que c'est fini, je vais générer 10 authoritative serveurs pour tous mes noms de domaine. Et voilà, ici, je génère de manière aléatoire un NS en passant l'incrémentateur I, hotserver.net de type A, IN pour chaque enregistrement. Après avoir fait ça, je vais prendre tous mes enregistrements autoritatifs que je viens de créer pour les assigner à tous les domaines que je venais de créer comme étant enregistrement NS. Ça veut dire qu'après avoir généré mes domaines, je génère des authoritative serveurs et j'assigne au domaine leur name server qui sera l'authoritative serveur que je viens de créer. Enfin, je peux construire ma zone DNS en ajoutant les authoritative NS records et authoritative A records qui seront les adresses IP. Donc, cette fonction va me permettre de générer des domaines et les authoritative serveurs associés à chaque domaine. Ensuite, je récupère, pour être réaliste, je peux récupérer des enregistrements DNS directement dans un fichier. J'utilise donc une expression régulière ici qui va me permettre d'extraire des informations dans un fichier réel et qui va me retourner une liste d'enregistrements des records, voilà, de DNS records, mais en utilisant l'abstraction orientée objet que j'ai construit. Enfin, je peux initialiser ma zone par défaut DNS. J'utilise donc le fichier qui répertorie la zone routes que tout système DNS utilise aujourd'hui.
En partant de là, je peux récupérer les informations en utilisant mon abstraction dans cette zone. Je vais extraire tous les enregistrements TLD pour le nom de domaine .com, .biz, .info, .net et .org. Et ici, s'il y a tout simplement un point, c'est pour récupérer aussi les routes serveurs. Enfin, je peux créer ma zone en utilisant mon abstraction orientée objet ici. Et je vais fusionner la zone que je viens de générer avec la zone que j'ai récupérée du fichier qui répertorie les noms de domaine serveur, routes et TLD. Enfin, lors de mon exécution, je vais voir s'il existe la zone par défaut. Si ça n'a pas encore été créé, je vais créer une zone en partant du fichier qui a été généré lors de l'initialisation de la zone parce que c'est un processus qui prend énormément de temps. Après cela, je peux initialiser mon réseau, network, et en passant Initialize Network, je peux passer ma zone. Rappelez-vous, la zone, je récupère des réelles informations auxquelles j'associe des informations des domaines que j'ai moi-même générés. Et à partir de là, je peux utiliser ma classe Resolver qui va prendre en paramètre une zone et un réseau pour effectuer les requêtes. Ensuite, l'utilisateur peut choisir une option entre choisir un nom de domaine ou comparer les stratégies itératives et récursives. Enfin, si l'utilisateur choisit l'option 1, on va prendre son domaine et on va faire un resolve du domaine et on aura les différentes informations. Par contre, dans le cas où il choisit de faire une étude comparative, c'est qui est le but de ce projet, on va prendre les deux stratégies. Nous avons une stratégie itérative et une stratégie récursive. On va effectuer la même résolution 1000 fois d'affilée et on va récupérer tout simplement la moyenne de temps que chaque stratégie aura prise. Enfin, on va créer un data frame à partir de notre résultat pour faire de la visualisation de données. Dans mon cas, je vais créer un fichier CSV qui va me permettre de visualiser un peu plus tard. Et une fois que c'est fait, je peux créer un plot qui va montrer le temps pris pour chaque itération lorsque nous allons voir lors de la simulation. Et dans le cas où il choisit l'option 3, on va juste présenter les différentes options possibles. Alors, dans mon fichier dns.py, dans mon fichier message.py, je reprends tout simplement les différentes implémentations en partant de différentes spécifications 1034, RFC 1034, RFC 1035. Par exemple, le OP-code qui est défini dans la spécification, j'ai créé une implémentation ici en utilisant des énumérations. Le R-code, le R-class, il y en a plusieurs, mais dans notre cas, on s'intéresse à Internet. Le type d'enregistrement DNS, ici, on n'utilise que les enregistrements type IP et les enregistrements type name server, mais on peut ajouter les enregistrements type MX pour les serveurs mail, par exemple. Ensuite, j'ai ma classe RR qui représente une Resource Records qui va prendre un nom, un R-type, R-class, un TTL et un R-data qui sera la donnée de cet enregistrement-là. Alors, lorsqu'on fait une requête DNS, on a des messages DNS et ici, je représente le header d'un message DNS qui contient les différentes informations de la query. La question, lorsqu'on veut faire une résolution, par exemple pour un nom de domaine, on doit préciser quel est ce nom de domaine-là. Et enfin, le message DNS en question en précisant son header, la question, la liste des réponses, la liste d'autoritative serveurs qui ont été trouvés et les réponses additionnelles qui peuvent être liées à un nom de domaine particulier lors de la recherche. Voilà donc pour cette partie message qui, au fait, est une implémentation en Python des concepts de DNS présentés dans la documentation. Alors, dans mon fichier résolution, c'est ici où j'ai mes différentes classes pour faire cette résolution. Déjà, comme nous avons deux résolutions, une résolution itérative et une résolution récursive. Mon resolver va donc avoir deux méthodes. Ici, lorsque j'initialise mon resolver, je lui passe une zone DNS et un network. Pour la stratégie itérative, le resolver va récupérer de manière aléatoire un root server,
mais dans la vraie vie, il y a la métrique de distance qui est prise en compte pour prendre le route serveur le plus proche où le délai sera réduit. Alors, une fois que j'ai la réponse, une fois que j'ai le route serveur, je vais appliquer la méthode resolve sur ce route serveur qui va me retourner un message DNS que je considère comme ma réponse. En partant de cette réponse, je sais que j'ai le TLD serveur à contacter dans la prochaine étape. Je vais donc récupérer le TLD serveur en récupérant l'adresse IP dans la réponse que j'ai reçue du route serveur. Je contacte le TLD serveur qui va me retourner une autre réponse qui est l'adresse IP de l'autoritative serveur. Je vais donc dans mon réseau contacter l'autoritative serveur en récupérant l'adresse IP qui m'a été fournie par le TLD serveur. Enfin, à partir de l'autoritative serveur, je pourrai avoir la réponse à ma question. Dans le cas contraire, l'adresse IP du domaine en particulier ne sera pas trouvée. Pour la stratégie récursive, c'est beaucoup plus simple parce que tout le travail va se faire de manière récursive. Donc, une fois que j'ai le route serveur, je m'attends directement à avoir la réponse parce que le route serveur va contacter le TLD. Ensuite, le TLD va contacter l'autoritative serveur et l'information va remonter jusqu'au resolver. Voilà pourquoi il y a très peu de code dans cette section que dans l'autre où nous faisons manuellement les différentes opérations de contact. Alors, une fois que ceci est fait, j'ai une fonction resolve qui vient abstraire les deux stratégies. En fonction de la stratégie choisie par l'utilisateur, nous allons appliquer les différentes méthodes privées que je venais de décrire un peu plus haut. Donc, voilà comment tout ceci fonctionne. Je vais donc passer à la démonstration pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai quitté le mode présentation et dans la partie exécution, je vais exécuter le fichier main pour montrer comment ça fonctionne. Voilà, alors quand je lance le programme, on va me demander de choisir. Pour le premier cas, je vais choisir de résolve un nom de domaine. Ensuite, on va me demander quel nom de domaine je voudrais résolve. Dans mon cas, je vais choisir le nom de domaine brown.com et on me demande la stratégie que je voudrais choisir. Pour un premier cas, je choisirai la stratégie itérative. Alors, dans cette stratégie itérative, on peut voir que le resolver utilise une stratégie itérative, contacte un route serveur et il a trouvé un route serveur à cette adresse IP 199.7.91.13 d.routeservers.net. Et ça, c'est une vraie adresse IP. Ensuite, une fois que le route serveur a trouvé le TLD serveur pour le nom de domaine que l'on cherche, il nous renvoie ces différents TLD. Ici, il en a trouvé 26. Le resolver va choisir un des 26 serveurs trouvés et il a choisi celui-là, 192.12.94.30 e.gtldservers.net. Après, le TLD serveur va chercher l'information dans sa zone DNS et pour nous donner le NS de l'autoritative serveur, ce qui est fait. Et enfin, le resolver va contacter cet autoritative serveur qui est sur l'adresse IP 17.59.96.19 ns1.hotservers.net. Et enfin, on a l'adresse, le nom de domaine qui est résolu à l'adresse IP 99.68.198.141 qui marque ici la fin de notre résolution DNS. Si on jette un œil au message DNS, on verra qu'on a l'ID, qu'on a les différents headers dans le message DNS, qu'on a le nombre de questions aussi. Alors, la question qui a été posée ou la recherche, c'était brand.com et on cherchait un enregistrement de type A dans la classe Internet. Et ici, on peut voir par tous les serveurs nous sommes passés pour avoir cette réponse-là. Enfin, on a aussi l'autoritative serveur qui est celui-là précisé dans la réponse. Dans le cadre de la stratégie itérative. S'il faut refaire la même recherche, mais avec une stratégie récursive, les différentes adresses IP vont changer.
Donc, je vais prendre la même chose, brown.com, et je vais prendre la stratégie récursive. Alors, c'est beaucoup plus rapide, mais on peut se rendre compte que dans la stratégie récursive, une fois que le résolver a trouvé le root server, c'est le root server qui contacte le TLD. C'est le root server, une fois après avoir contacté le TLD, directement le TLD va retrouver le NS autoritative, il va contacter l'autoritative serveur et l'autoritative serveur va faire remonter l'information. Donc, il n'y a plus de va-et-vient entre le resolver et les différents serveurs. La réponse est directement retournée. Et ici, on peut voir les différentes informations par lesquelles nous sommes passés, qui sont bien évidemment différentes à chaque fois, à chaque simulation. Alors, pour comparer les deux approches, nous avons l'option 2 dans le programme qui permet de le faire. Donc, je vais prendre 2 pour comparer les stratégies pour le même domaine, brown.com. Ça va prendre un peu de temps. Et ici, on a le graphique qui nous permet de voir le temps que ça prend. On peut se rendre compte que pour la stratégie itérative ici en bleu, on commence par prendre beaucoup de temps. Ensuite, ça se stabilise, mais à des moments, ça prend beaucoup de temps. Et là, ça a pris le plus de temps possible. Et voilà, on peut vite se rendre compte que la stratégie itérative est assez instable par rapport à la stratégie récursive. Si on regarde le résultat et le temps moyen pris par chaque itération, je vais rentrer dans l'exécution. On peut voir que la stratégie itérative a pris 465. Ici, on est en termes de centimes de seconde. Mais la stratégie récursive a pris 453, ce qui est beaucoup plus rapide que la stratégie itérative. Donc, pour conclure l'étude et cette recherche, je dirais que la stratégie récursive est la stratégie la plus rapide par rapport à la stratégie itérative parce que la réponse donnée par la stratégie récursive est complète. Par contre, dans la stratégie récursive, la réponse est incomplète et les va-et-vient entre les différents serveurs et les resolvers fait en sorte qu'il y ait des délais qui rend lent la stratégie itérative. Donc, voilà tout pour ma présentation. Je mettrai le lien en description du projet que j'ai rendu open source sur mon GitHub. Merci.